Rencontre reçoit aujourd'hui Ahmed Abadi, secrétaire général de la Ligue des Oulémas. Bonjour. Bonjour. Ahmed Abadi, vous avez été invité par l'Institut du monde arabe à parler. Vous avez été invité à l'Institut du monde arabe à parler du fait religieux au Maroc. Nous allons évoquer cette question dans un instant, mais je voudrais d'abord vous faire réagir au terrible attentat qui a frappé la Tunisie et la communauté internationale au musée du Bardo à Tunis. Vous êtes marocain, votre pays a été confronté lui aussi à des attaques terroristes. J'imagine que vous êtes très touché par cet attentat. On est scandalisé, outré au Maroc parce que ce sont des actes qui essaient d'introduire davantage de venin, de terreur, veulent immobiliser leur foule, ils veulent essayer d'intimider, mais je pense que ça a toujours eu jusqu'à présent un contre-effet. Et donc les réactions au Royaume du Maroc ont été rapides, d'une célérité que personne n'expectait, mais je pense que les Marocaines et Marocains partagent cette douleur, cet indignement, et on est prêt à collaborer pour essayer de mettre fin à cet exercice de semer la terreur. C'est la terreur par les attaques, les assassinats. Oui. Pour répondre à ce type d'attaque, il y a deux réponses. La répression qui est nécessaire, une réponse policière, mais il y a aussi le terrain religieux. C'est votre terrain puisque vous êtes secrétaire général de la Ligue des Oulémas. Comment on répond à l'extrémisme par la religion ? Je partage ce constat parce que la vraie arène maintenant de lutte contre l'extrémisme violent, c'est par excellence l'arène interprétationnelle, l'arène du texte. Et donc les outils d'interprétation devraient être revisités, revus, devraient être adoptés d'une manière contextualisée pour qu'on puisse justement répondre aux besoins du contexte. Ceci passe nécessairement par la déconstruction du discours extrémiste. Parce que le discours extrémiste a ses thématiques qui sont à répétition, il a ses propos et il a sa manière d'embarrasser. Le discours extrémiste aujourd'hui essaie de brandir les blessures du passé telles que la chute de l'Empire ottoman, de la Khilafa, qui était une forme d'unité, qui n'était pas, dans ces derniers moments, l'une des plus justes, mais c'était une forme d'unité. Ils disent il y a eu conspiration pour essayer de faire effondrer et écrouler cette unité, tandis qu'eux, ils veulent dire l'Occident, est en train de s'unifier. Deux, ils mentionneraient d'une manière répétitive le colonialisme, des millions de gens ont été tués, ils disent nos gouvernants et gouverneurs ne font rien pour demander de la réconciliation ni de l'équité. Et donc nous, on doit nous diriger vers la première ligne pour rendre justice à ces foules qui ont été terrorisées par le passé. 3, il parlerait de standard double, il parlerait aussi 4 du drainage de fortune. 5, il parlerait de l'humiliation dans les médias. 6, il parlerait de ce cocktail irako-afghano-bourmien, centrafricain, kosovien. Et il parlerait aussi, 7e, du fait qu'il y a une infiltration dans le socle de valeurs. On devrait faire quelque chose pour remédier à ça et ne pas laisser notre jeunesse être victime de cette infiltration. Et 8, il dirait, on doit aujourd'hui mettre fin à ce drainage d'esprit et de cervelle. Ahmed Abadi, oui. Vous avez fait référence finalement au discours politique véhiculé oui. Par ces extrémistes, oui. mais il y a aussi, vous l'avez dit, la dimension religieuse. Vous dites qu'il faut déconstruire finalement ce qui est enseigné à ces jeunes qui veulent finalement mener le combat contre l'Occident. Alors ces jeunes se qualifient de djihadistes. Vous qui êtes secrétaire général de la Ligue des Oulémas, qui est un spécialiste de l'islam, est-ce que ce terme de djihadiste est approprié? Est-ce qu'il faut utiliser le terme de djihadiste? Je ne pense pas qu'il faudrait l'utiliser parce que ça a été hijacké de sa place appropriée.
dans le texte coranique ainsi que dans le texte prophétique. Mais en mentionnant ces thématiques à répétition, j'essaie de démontrer qu'ils veulent bâtir leur thèse, leur théorie sur des blessures qui font mal. Et c'est par cette porte qu'ils s'immiscent pour convaincre les jeunes qu'ils doivent réadopter le texte d'une manière plus véridique, plus réelle. Et cette adoption du texte d'une manière, comme il dirait, non hypocrite, va conduire à brandir ce slogan de djihadisme. C'est quoi le djihad finalement? Le djihad, somme toute, c'est quelque chose d'interne. Ça s'opère dans la psyché des êtres humains. C'est le djihad al-akbar, c'est-à-dire le grand djihad. Et l'autre djihad qu'il prône n'est qu'une petite dimension. C'est la dimension apparente de l'iceberg du djihad. C'est une forme de résistance pour repousser les velléités qui sont administrées aux communautés internationales, non pas seulement musulmanes. Et donc, on ne peut pas faire de ce sommet de l'iceberg tout l'iceberg. Comment vous expliquez que des jeunes qui grandissent en Tunisie, au Maroc, en Algérie, finissent par épouser ces thèses extrémistes, alors que l'islam de leurs parents est un islam tranquille et tolérant? Pourquoi cèdent-ils à ces sirènes extrémistes? Il faut se rappeler le fait que c'est une chaîne. C'est pas quelque chose qui est tombé d'un coup, mais c'est tout un processus. Il faut se rappeler qu'en 1924, il y a eu la fin de la khilafa. Et donc, les pays musulmans qui étaient sous la khilafa, le Maroc était une exception, mais les autres pays de la région étaient partie intégrante de cette khilafa. Et donc, c'était des orphelins, après tout. Lorsque Mustafa Atatürk avait déclaré la fin de la khilafa, ces pays qui avaient l'habitude de recevoir des circulaires, des farman turcs de Astana, Istanbul, maintenant, se sont retrouvés seuls, livrés à eux-mêmes. Et donc, il y a eu, depuis 1924, des colonialismes qui étaient divers, entre l'Italie, l'Angleterre, la France et d'autres pays. Et il y a eu un ébranlement des fondements de ces nations, anthropologiquement parlant et culturellement parlant. Puis il y a eu cet avènement de la révolution bolchevique qui a eu ses étendues dans la région. Et donc, il y a eu d'aucuns qui prônaient des États sans religiosité. La Tunisie était un exemple saillant de ceci. L'Algérie se réclamait socialiste, l'Égypte aussi. Le Maroc, encore une fois, était une exception. Mais la religion est devenue soudainement un parent pauvre. Et donc, l'attention jadis donnée à la religiosité et à la gouvernance du champ religieux n'était plus donnée. Et donc, il y a eu un vide qui a été investi par des gens qui sont venus d'ailleurs avec d'autres idées qui ne ressemblent en rien aux gènes religieux des gens de la région. Maintenant, il y a prise de conscience. Les gens essaient de se rattraper. Il n'est jamais trop tard pour rien faire. Mais, comme on le disait tout à l'heure, comme vous avez si bien souligné, le texte devrait être instruit d'une manière plus sérieuse. Et les compétences et les capacités devraient être construites d'une manière plus judicieuse. On sait que ces jeunes se radicalisent sur Internet notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, les pays qui ont une base solide sur la question de l'islam ne devraient pas produire, je dirais, un corpus numérique sur Internet à travers des vidéos, des conférences, pour contrer ce discours extrémiste? Ce n'est pas statique, c'est palpitant, c'est vibrant, ça change de minute en minute. Il y a des équipes très bien entraînées de l'autre part, à l'autre rive de l'échiquier. Et donc il faut vraiment développer des capacités appropriées pour pouvoir faire face à ce fléau. Mais si on se met pour quelques minutes dans les bottes de jeunes qui sont en colère, qui sont frustrés, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas reçu l'éducation appropriée, qui ne se sentent pas à l'aise chez eux, qui ont d'autres critères de comparaison
avec d'autres sociétés, d'autres pays, etc. Et que on les assaille avec des rêves, un rêve d'unité, un rêve de dignité. C'est très difficile de résister à un tel discours. Et surtout lorsque c'est basé sur les 8 thématiques à répétition, qu'ils avancent toujours d'une manière très insistante. Aussi imaginez que vous êtes un jeune homme d'une vingtaine, 25 ans, et qui aspire à la dignité, à l'unité. Et que soudainement, on lui offre un terrain de bataille, un terrain d'entraînement, on lui offre l'argumentation jurisprudentielle et théologique et religieuse. Imaginez que vous êtes un jeune homme de 20 ans et qui n'a atteint ses 20 ans qu'après avoir été témoin d'au moins, comme les statistiques le disent, 45 000 scènes de crimes sur la télévision, sur les vidéogames, sur les sites internet, etc. Et donc ce corpus dont vous avez parlé, bien sûr, c'est un élément parmi les éléments, mais c'est l'interactivité qui est d'actualité aujourd'hui. Donc finalement, ce que vous nous dites, Ahmed Abadi, c'est qu'il n'y a pas une réponse à l'extrémisme. C'est toute la société qui doit se mobiliser, l'école, la famille, l'État. J'ai délibérément appelé l'autre camp, l'autre rive de l'échiquier. Donc c'est un jeu d'intelligence, c'est sérieux, c'est très sérieux. Il y a nécessité de maîtriser les outils, dont le texte bien sûr, et l'argumentation qui est avancée, qui est brandie, qui est tellement travaillée, sophistiquée, qu'on doit bien sûr produire une argumentation alternative. Alors, Ahmed Abadi, vous êtes secrétaire général de la Ligue des Oulémas. Vous êtes venu spécialement du Maroc à Paris pour participer ce soir au jeudi de Lima à une rencontre intitulée autour du fait religieux au Maroc. Alors, il y a quelques semaines, la sœur du roi du Maroc, Lalla Meriem, a décoré 3 personnalités religieuses françaises liées au Maroc, un évêque, un rabbin et le responsable d'une mosquée. Un témoignage vivant de la rencontre entre les 3 religions du livre. Vous qui êtes un spécialiste de l'histoire comparée des religions, l'islam donc n'est pas la seule dimension religieuse du Maroc. Non, l'islam n'est pas la seule dimension, c'est une dimension proéminente bien sûr, mais ce n'est pas la seule dimension. Et au Maroc, on a eu le plaisir de découvrir que le socle de valeurs partagées est bien plus large qu'on puisse l'imaginer. Et surtout lorsque il y a entrée par la porte de la beauté et non pas seulement par la porte de la majesté à la religiosité. Vous avez parlé du Maroc en disant qu'il y avait une exception marocaine. On le dit souvent à propos du Maroc, mais spécifiquement, vous avez évoqué la question religieuse. En quoi le Maroc est-il une exception du point de vue religieux? Le Maroc, depuis 13 siècles, a compris que la religion n'était pas liée au pays du Moyen-Orient, aux Omeyyades et aux Abbassides. Et donc les Marocains ont fait la part des choses, ils ont accepté la religion, et ils ont dit non à l'hégémonie d'antan. Ils ont refusé alors de se lier à ces dynasties, et ils ont bâti leur propre dynastie avec S à la fin. Les Idrissides et puis les autres dynasties qui étaient bien de chez eux. Et donc le fait d'avoir instruit, approché la religion d'une manière intime, qui était leur, a bien sûr contribué à bâtir, à sculpter cette personnalité aussi. L'emplacement géostratégique du Maroc, vous vous rappelez que le Maroc était le Far West. Le Maghreb al-Aqsa veut dire le Far West, avant que les Amériques soient découvertes. Et l'océan Atlantique était appelé d'antan la mer des obscurités. Il n'y avait rien après. Et donc ce sentiment d'être au bout du monde, à la fin du monde, a contribué à, comme je disais tout à l'heure, à sculpter une personnalité qui insistait à faire les choses d'une manière qui veillait à toujours opérer une jonction entre texte et contexte. Et aussi, ce régime qui a été conservé depuis 13 siècles maintenant a persisté.
Il n'y a pas eu un gain par la vague que je décrivais tout à l'heure, le communisme et le socialisme qui étaient d'actualité pendant les années 50, 60, 70 et 80, avant l'écroulement du mur de Berlin. Donc le Maroc a aussi résisté à ça. Et puis le Maroc n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman, ni des autres empires, contrairement aux autres pays. Donc tous ces facteurs, cet amalgame de facteurs a contribué à bâtir une personnalité qui ne se réclame pas à l'écart, mais qui est là, interactive avec toutes les autres composantes dans une approche de reconnaissance mutuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le roi du Maroc est considéré comme le commandeur des croyants, de père en fils? Cette commanderie des croyants, je voudrais attirer votre attention que ce n'est pas la commanderie des musulmans. Et donc c'est très inclusif parce que le Maroc a toujours connu une présence riche, créatrice, juive. Et donc cette approche inclusive, bien sûr, s'opère via la commanderie des croyants. Et cette commanderie des croyants veillait à ce que le statut de commandeur de croyants soit hissé au-dessus de la mêlée pour permettre cet arbitrage. Arbitrage qui a été mis d'actualité et réactivé il y a 2 jours pour la question de l'avortement. Donc il y a une commission ad hoc qui a été formée, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires islamiques, le Conseil national des droits de l'homme. C'est cet arbitrage même qui avait permis de transcender les frictions qui étaient dues au code de la famille, les approches diverses qui voulaient changer ce code à droite ou à gauche. Puis ça a aidé dans d'autres stations historiques. Et donc ça, c'est un statut fonctionnel. Finalement, vous êtes en train de nous montrer que l'une des richesses du Maroc, c'est d'avoir une autorité en matière de religieuse qui n'existe pas forcément dans le reste du monde musulman. Voilà, exactement. Quelle est la réponse du Maroc sur la question de la formation des imams, un sujet qui concerne beaucoup de pays musulmans, mais qui concerne aussi la France, puisqu'il y a beaucoup d'imams en France, et on essaye, je dirais, de mieux les former, notamment aux valeurs de la République. Le poste d'imam veut le changement de donne qui a été opéré pendant les dernières décennies, n'est plus un poste statique, c'est un poste très interactif. Et donc un imam ne peut pas être quelqu'un qui va administrer des communions, des cérémonies religieuses, des prières seulement. C'est quelqu'un qui est supposé interagir avec la communauté dans ses joies et aussi dans ses tristesses, lorsqu'il y a perte d'un proche et autre, mais aussi tout ce fléau qui est maintenant administré via les fibres d'Internet et les stations de télévision qui dépassent les 1200 stations qui sont captées par le commun des mortels au Maroc. Et donc, il est maintenant reconnu que ce renforcement de capacité pour permettre cette interaction d'une manière fiable et constructive est une nécessité. Et pour ce faire, il faut élaborer des curriculums qui sont mesurables, qui sont vérifiables, pour qu'on puisse justement offrir aux citoyennes et citoyens ces services d'une manière fonctionnelle. Et c'est la raison pour laquelle le Maroc forme aussi des imams africains? Oui, on a reçu demandes multiples de formations, mais là, ce sont des formations, je dirais, à la carte, parce que la dimension de contexte est une dimension cruciale, et donc on doit travailler en coordination avec les experts du contexte, notamment les anthropologues, les académiciens, mais aussi les sécuritaires du pays, pour pouvoir justement détecter quelles sont les choses à mettre en exergue dans ces curriculums. Merci Ahmed Abadi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Ligue des Oulémas. Merci. Merci à vous.